nécessite une bonne maîtrise des notions juridiques. C'est dans ce contexte que les chroniqueurs judiciaires organisent un séminaire autour de plusieurs thèmes avec des professionnels du droit afin de les outiller dans le traitement de l'information. Ceci peut barrer la route aux terroristes. Le législateur a jugé nécessaire de mettre sur pied un arsenal de répression parfois qui restreint les libertés, selon certains. Et pour décortiquer tout ça, on a voulu organiser un séminaire autour de ce thème pour que chacun, pour qu'on nous explique en termes beaucoup plus compréhensibles. Selon le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, cette session permet aux journalistes et chroniqueurs judiciaires de mieux comprendre les termes juridiques dans l'exercice de leurs fonctions. Et cette loi également contient des notions très vagues, très floues, qu'il va falloir, à la lumière de la pratique, élucider. Donc je pense que sous ce rapport, il était important que les journalistes nous sollicitèrent pour qu'on essaie de voir avec eux comment comprendre certaines notions, quels sont les éléments constitutifs de ce délit de terrorisme et assimilés. Plusieurs thèmes seront au menu de ce séminaire qui a réuni plusieurs personnalités judiciaires. Il s'agit des restrictions des libertés individuelles, la légitimité de durcir les peines contre le terrorisme, bref, le rôle de la presse dans la lutte contre ce phénomène. Médina, déterminé à respecter la tenue de manifestations organisées chaque vendredi pour exiger la libération de Bamba Fall et compagnie, Maître El Hadj Diouf, qui prenait part à ce rassemblement, soutient que nous sommes dans une dictature si les gens n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils pensent. L'avocat affirme que la démocratie sénégalaise doit dépasser le stade d'emprisonner des maires en exercice, nous dit notre stagiaire Adjara Ndiaye. Comme promis, les jeunes de la Médina continuent les manifestations pour soutenir leur maire Bamba Fall. Maître El Hadj Diouf, venu présider cette rencontre, soutient que l'édile de la Médina est juste un prisonnier politique. Il faut reconnaître que Bamba Fall a battu des ministres ici. Bamba Fall symbolise le courage, la dignité, l'honneur, mais surtout la popularité. Et parce qu'on a peur de Bamba Fall, aujourd'hui on va imaginer des crimes comme assassinat. Mais qui a accusé Bamba Fall? Personne. Celui qui se proclame l'avocat du peuple précise que le président de la République doit revoir sa gestion. Je lance ici un avertissement solennel à mon ami Macky Sall. Macky Sall, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le réveil risque d'être brutal. Avec ces gens qui ne voient plus rien, qui sont extrêmement sclérosés, tu risques d'aller vers une surprise désagréable. Surtout que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. L'arrestation de Bamba Fall est injuste et arbitraire. La population de la Médina est très remontée contre le président du fait que leur maire est toujours entre les mains de la justice. Toutefois, pour son avocat Maître El Hadj Diouf, les choses vont bientôt connaître une issue heureuse vu que son client n'a rien à se reprocher. Après Médina, la jeunesse socialiste de Grand Yoff a organisé une séance de récital de Coran ce vendredi. Des prières ont été formulées pour également obtenir la libération de leurs camarades emprisonnés. Ces partisans du maire de Dakar continuent de dénoncer l'arrestation de Bamba Fall et compagnie. Le porte-parole Mansour Seck annonce d'autres activités de soutien en vue. Le maire de la commune s'est réjoui de l'initiative. C'était en présence de Code Ndiaye. Le combat pour la libération de Bamba Fall et compagnie poursuit son chemin. Un combat qui revêt plusieurs formes. Après la commune de la Médina, c'est au tour de celle de Grand Yoff de procéder à un récital de Coran en vue de la libération de leurs camarades. C'est une journée de solidarité pour nos amis, des amis politiques, des camarades, des parents qui sont détenus de manière arbitraire, qui sont des otages politiques de ce régime, de connivence avec certains responsables de ce parti. Cette journée de solidarité pour prier, pour communier avec eux, leur montrer que eux ils sont dedans, nous qui sommes dehors, nous menons le combat. Le maire de la commune de Grand Yoff salue l'initiative des jeunes socialistes. D'abord remercier les jeunes socialistes représentés aujourd'hui par Mansour Seck qui ont eu cette belle initiative d'organiser cette soirée de prière dédiée à nos camarades détenus à Rebeuss. Et nous croyons tous que ce sont des détenus politiques. Cette séance de prière est l'une des étapes d'un plan d'action que la jeunesse socialiste de Grand Yoff doit mettre en œuvre pour la libération de leurs camarades. Nous avons prévu d'autres activités
parce qu'aujourd'hui, ce sont des journées de prière. Nous allons faire des caravanes pour sensibiliser. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour combattre cette décision arbitraire. Depuis l'arrestation de leurs camarades, les partisans du maire Khalifa Sall ont entamé une série d'actions pour obtenir leur libération. Ils comptent utiliser tous les moyens légaux pour arriver à leur fin. Le 150e anniversaire de la publication du Capital de Karl Marx a été au menu de la conférence spéciale dénommée Samedi de l'économie, une initiative de l'Africaine de recherche de coopération pour l'appui au développement endogène Arcade. Ce cadre d'échange a permis de se pencher sur le système capitaliste pour l'économiste professeur Samir Amin. Le capital est essentiel pour comprendre ce qu'il y a de fondamental dans le capitalisme. Les précisions de Djibissa Johnny. L'année 2017 marque le 150e anniversaire de la publication du livre de Karl Marx, Le Capital. Un anniversaire qui mérite de réfléchir à la fois sur le marxisme et la révolution de 1917, d'où l'importance de ce cycle de débat économique, présidé par ce professeur qui juge intéressante cette œuvre de Karl Marx. J'ai tenté de montrer que l'œuvre de Marx, Le Capital, est essentielle pour comprendre ce qu'il y a de fondamental et d'essentiel dans le capitalisme, mais que ce n'est pas suffisant, c'est une condition nécessaire pour dépasser les lectures ou les tentatives de compréhension pseudo-réalistes et empiristes de la réalité capitaliste, mais qu'il fallait aller au-delà de la lecture du Capital pour lire ce que sont et ce que deviennent ce qu'est le capitalisme contemporain. Pour l'invité de cet anniversaire, le capitalisme est dans sa phase terminale. Il est plongé dans une crise qui date de très longtemps. C'est un fait observé par tout le monde. Et ce n'était pas un fait tout à fait récent, puisque cette crise longue du capitalisme, elle est amorcée au milieu des années 70 du siècle dernier, vers 1975, et lorsque les taux de croissance, qui est une manière de mesurer le succès du capitalisme, tombent à la moitié de ce qu'ils avaient été au cours des 30 années précédentes qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Le Capital est l'œuvre la plus connue de Karl Marx. Il s'oriente sur la voie d'économie politique et affleure la philosophie de l'auteur. Selon le professeur Samir Amin, la publication de cet ouvrage a changé la conception des liens entre classes bourgeoises. Je l'annonçais en titre, la responsable APR de Sambadia, dans le département de Fatick, Mariem Thiam Babou, vient de lancer la campagne de sensibilisation sur les listes électorales. Elle est dénommée Ma carte, mon choix. Cette opération a pour objectif d'inciter les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue des prochaines législatives. Rufisque a été choisi pour le démarrage de la campagne. Toutefois, la caravane compte sillonner tout le pays. Côte d'India a assisté au lancement. Après son lancement, l'opération Ma carte, mon choix prend forme. L'initiatrice, Mariem Thiam Babou et ses camarades de la COJER ont investi les rues de la ville de Rufisque pour une campagne de sensibilisation sur les listes électorales. Nous allons porter cette mission au nom de la jeunesse républicaine, au nom de tous les responsables jeunes du Sénégal. Nous allons faire les coins et recoins de tout le Sénégal pour vraiment pousser les populations, les convaincre à aller s'inscrire, obtenir leur carte et au soir de 2019 accorder une majorité en tout cas vraiment forte et confortable à l'Assemblée nationale pour 2017 et pour 2019 faire de notre candidat, le président Macky Sall, un candidat qui va passer dès le premier tour et Inch'Allah ça se passera comme ça. Ces jeunes de la COJER n'ont pas attendu la direction de leur structure pour entamer cette action citoyenne, malgré leur manque de soutien. Au-delà d'être jeunes, nous nous réclamons de la COJER parce que nous sommes dans cette frange jeune du parti. Alors, si la structure nationale, qui devrait impérativement, aujourd'hui et à l'heure actuelle, s'assigner cette mission, n'a pas une idée grande à le faire, alors nous nous sommes assignés cette mission et je pense que les autres vont nous l'accorder, vu que nous sommes une frange jeune du parti. Le président a donné des instructions, nous avons compris, comme on l'a toujours fait, et nous allons envahir les bases, expliquer les Sénégalais. Ce jeune de l'APR de Rufisque salue une telle initiative. Il y a des responsables qui sont à Rufisque et qui devraient faire ce travail.
Donc si nous jeunes, nous le faisons, cela mérite des encouragements. Marème Thiam Babou n'a reçu aucun soutien. Malgré cela, elle s'investit. À quelques mois des élections législatives, ces jeunes estiment que l'heure n'est plus à la parole. Ils comptent sillonner tout le territoire national pour pousser les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales et assurer des victoires du chef de l'État aux prochaines joutes électorales. 716 personnes interpellées, c'est le bilan de l'opération de sécurisation de la police au niveau de Dakar et sa banlieue. Les hommes du commissaire Omar Mal veulent à travers cette opération lutter efficacement contre l'insécurité galopante dans la capitale sénégalaise. Voici le directeur général de la police au micro de Mansour Sow. 716 personnes interpellées, dont le cas le plus important est celui qui a été trouvé porteur d'un pistolet. C'est bien après maintenant qu'on fera donc le point de la situation des statistiques pour répertorier, donc sérier donc les différentes infractions qui ont été relevées donc à l'encontre de ces individus-là. Action qui s'inscrit dans la dualité. Donc à la fois nous sécurisons nos populations pour ce qui est donc de la délinquance moyenne ou grande, mais également lutter contre la plus grande menace qui soit, la plus grande délinquance qui soit, c'est-à-dire le terrorisme. Donc, en menant une telle opération, donc nous luttons à la fois contre le terrorisme, qui est le summum des infractions, mais en même temps également lutter contre la délinquance primaire, la délinquance ordinaire, la délinquance moyenne ou grande. Le décret du président Donald Trump qui interdit l'entrée sur le territoire américain de 7 pays musulmans, vivement décrié dans le monde, notamment au Sénégal, l'ONG Jamra indique qu'il est temps que l'OCI se saisisse de cette affaire qui vise à diviser les musulmans. Même son de cloche du côté de certains acteurs de la société civile, un travail de Abigail. Trump a encore frappé fort. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a interdit l'accès aux États-Unis à 7 pays musulmans. Une mesure jugée islamophobique par l'ONG Jamra. Vous avez là un homme, en l'occurrence Donald Trump, qui a réussi la prouesse en moins d'1 mois de magistère à cristalliser sur sa personne une vague internationale d'indignation et de désapprobation, particulièrement depuis qu'il a signé son fameux décret anti-musulman sur l'immigration. Les défenseurs des droits humains non plus ne sont pas en reste. Ils dénoncent la politique de Trump. Cette décision intervient au moment où c'est quand même l'aile la plus de droite, la plus réactionnaire du parti des républicains qui arrive au pouvoir. Ce n'était pas étonnant qu'une telle mesure soit prise qui viole les droits humains les plus élémentaires et qui pose la question de la ségrégation religieuse. Selon Jamra, cette décision divise les pays musulmans. Par conséquent, elle appelle l'organisation de la conférence islamique à se pencher sur le cas Trump. Dubaï, qui par la voix de son chef de la sécurité, a non seulement approuvé la mesure, mais c'est presque fait le porte-parole et le promoteur de cette islamophobie d'État. C'est un danger public. Il faut que l'OCI se réunisse et qu'il y ait des mesures concertées pour le remettre à sa place. Le Yémen, la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Soudan, la Somalie et la Libye sont interdits d'entrer aux États-Unis. Une mesure qui vise, selon les autorités américaines, à assurer la sécurité au pays de l'oncle Sam. Nous en venons à la page culture. Vous avez sans doute suivi des films hindous ou adoré leur danse. Sachez que l'ambassade de l'Inde au Sénégal, en partenariat avec le ministère de la Culture, organise depuis le 27 janvier, et ce jusqu'au 18 février prochain, le Festival de l'Inde au Sénégal, une manière de raffermir les liens entre les deux peuples. Ce jeudi, le Théâtre national Daniel Sorano a vibré au rythme des sonorités hindoues. Mansour Sow nous plonge dans l'ambiance. Une scène digne d'un film de Bollywood. Pieds nus, ces danseuses se déhanchent au son de la musique hindoue. Bienvenue au Festival de l'Inde au Sénégal, un cérémonial qui fait l'apologie de la finesse et la musique indienne. Nous avons nommé notre festival
Tiranga parce que notre drapeau national s'appelle Tiranga. Et aussi, votre beau pays, Sénégal, a une grande hospitalité qui s'appelle Tiranga. J'ai choisi ces noms pour avoir beaucoup de participation des Sénégalais. L'indophilie a plongé ses racines en plein cœur de l'Afrique, notamment au Sénégal où elle est devenue au fil des ans un véritable phénomène de société. Vue à travers le prisme du Bollywood et des séries télévisées sentimentales, la culture indienne fascine, représentant une sorte de monde parallèle et exutoire, pétri des mêmes valeurs. La relation culturelle entre l'Inde et le Sénégal est très forte. Comme vous savez que nous avons beaucoup d'indophiles ici, qui parlent hindi à travers des films de Bollywood. Quand je suis venu ici en janvier, je n'ai pas cru que nous avons beaucoup de gens ici à Pékin, Yoff, qui parlent hindi. Ce festival de l'Inde au Sénégal a démarré le 27 janvier 2017. Il va se poursuivre jusqu'au 18 février prochain. Un plateau offert aux fans de la culture indienne qui peuvent venir y apprendre à danser, mais aussi à découvrir les rudiments de l'Indie. Le Sénégal, point de convergence de plusieurs artistes étrangers. Ils sont nombreux à venir dans le pays pour mener une carrière musicale. C'est le cas de l'auteur-compositeur belge Wally L, une artiste qui a sorti au moins 9 albums avec la collaboration d'artistes sénégalais. Nous allons à la découverte de cet artiste avec Abdoulaye Wanyonga. Wally L est un auteur, compositeur et interprète de reggae. Depuis son enfance, elle a toujours désiré faire une carrière artistique dans le chant. C'est ainsi, dès son adolescence, elle parvient à sortir 2 singles avec 2 titres en 1979. Depuis lors, son envie de devenir une star de musique ne cesse de grandir. Déjà quand j'avais 5 ou 6 ans, je voulais déjà devenir chanteuse. Mon papa et ma maman, évidemment, ne me croyaient pas. Et je disais, c'est ça que je veux faire plus tard. Depuis la sortie de son premier album en 2006, Wally L a décidé de venir s'installer au Sénégal. C'est ainsi que voit le jour Wally L et Black Innocent, un groupe mis sur pied grâce à une collaboration d'artistes sénégalais et belges. La musique sénégalaise, je trouve qu'elle est très diversifiée. Donc on a du mbala, il y a du reggae, il y a du folk, on passe de la chanson, de la pop anglaise, on passe de la chanson française. En dehors d'être une artiste musicienne, Wally L a d'autres compétences. Elle a participé à plusieurs courts et longs métrages, dont Diamant 13 de Gérard Depardieu. Dans sa carrière musicale, elle a sorti 8 albums et elle n'envisage pas de s'arrêter là. Et c'est sur cette bête note qu'on va clôturer ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bon week-end sur notre antenne et passez d'excellents moments avec nous. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illa ant, Allahu akbar, alhamdulillah. Voilà donc mbokk yi ñu ngi fii ci théâtre national dernière Sorano te nag ndaanaan Kuli Fadri moo woote di sunu yaay Adja Ndeye Fatou Ndiaye fa tabarakallah ci anniversaire am fii ci
saa you know what I'm talking about Papa Ndiaye coppet mii ma xool am na Mame DTV loolu nag kañ lay leer samedi lay doon 22h dina mel ni Sonkorong nga ca Banjul dina mel ni téeméeri yamb ci benn bouteille Papa Ndiaye coppet à vous de ziser ce que je vous voulais faire plaisir. caggal yettude Allah julde rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en juule Mouhamadou Abdallah Mouhamadou Aminata timmode annabaɓe koddo no laaɗo ɓinnaɗo windere mo jaame kisal wonani ɗo ande ko ziar Alaji Seydou Nourou Cheikh Oumar mo ganduɗa ziar Alaji Seydou Nourou Cheikh Oumar sa haalama e nder leydi Sénégal e leydi Afrique ko neɗɗo mo ganduɗa ko jiyaɗo Allah kadi goto e taniraɓe Cheikh Oumar dariɗo no feewi gam indépendance Sénégal ko maayo mango walaɗo haaɗi ceerno Saïdou Nourou Tall ziyara o noon ziyara Alaji Seydou Nourou Tall tan wonno sabu Alaji Seydou Nourou Tall sanki ko 25 janvier 1980 nde o sanki mawɗo gonnoɗo ko Serigne Abdou Aziz Sy kanko woni mawnum ceerno Madani ceerno Mountaga kanko halfi gueɗe ɗe fof ko ceerno Seydou Nourou Tall ko ceerno gandaɗo e nder Sénégal mais ko e nder Afrique. kenn tardé seen émission Njur ak Njanaaw seen chaîne de télévision la DTV mu nekk émission boo xam ne dafay traité lépp li nga xam ne dafa jëm ci mbirum élevage li ko dalee ci xar nag pigeon ginaar lépp loo xam ne élevage la rek seen émission Njur ak Njanaaw dina ko traité chaque dimanche nag lay am seen chaîne de télévision la DTV à partir de 17h30 boo kenn tardé mu ngeen ko seetaan aussi ci www.dtv.sn wala nga téléchargé application DTV ci Play Store wala ci Apple Store ñu ngi leen jox daje chaque dimanche à partir de 17h30 seen chaîne de télévision la DTV. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Echo, chaque samedi le magazine d'information économique de la BBC. À la une de cette édition, le décret anti-immigration de Donald Trump. À peine élu, le président américain a interdit l'entrée sur le territoire des États-Unis aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Motif, se protéger contre le terrorisme. Ce décret a créé le chaos dans les aéroports et suscité un tollé dans le monde du côté des entreprises. Les plus vives critiques sont venues de la Silicon Valley. Les multinationales technologiques ne se reconnaissent pas dans cette politique de Trump. Les détails, Emmanuel Coste. Des centaines d'employés de Google devant le siège du groupe à Mountain View en Californie cette semaine. Ils manifestaient contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Les employés de Google se sont cotisés pour verser 2 millions de dollars à des ONG de défense des réfugiés. La direction du groupe a ajouté 2 millions supplémentaires. Le PDG de Google, Sundar Pichai, d'origine indienne, s'est dit inquiet et attristé par le décret. Les entreprises technologiques de la Silicon Valley craignent en effet que le décret affecte leur capacité à embaucher les meilleurs talents dans le monde. Ces entreprises ont besoin d'employés hautement qualifiés, qu'elles ne trouvent pas forcément aux États-Unis. Donc elles doivent recruter à l'étranger. Leur inquiétude est que ce décret n'est que la première étape d'une restriction sur l'immigration qui va affecter leur capacité à embaucher et donc à grandir. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré « Les États-Unis sont un pays d'immigrés et nous devrions être fiers de cela ». Netflix, qui emploie de nombreux ingénieurs étrangers, a jugé contraire aux valeurs américaines ces mesures interdisant l'entrée des États-Unis à des ressortissants de 7 pays musulmans.
3 entreprises technologiques, Microsoft, Amazon et Expedia, se sont jointes à une action en justice contre le décret Trump dans l'État de Washington. À Wall Street, le patron de la plus grande banque d'investissement américaine, Goldman Sachs, a condamné le décret. Ce n'est pas une politique que nous soutenons, a déclaré Lloyd Blankfein. La nouvelle administration Trump comprend pourtant de nombreux anciens de Goldman Sachs. Beaucoup d'autres grandes entreprises américaines sont néanmoins restées muettes. Parmi elles, Boeing ou General Motors, 2 groupes qui ont déjà essuyé les foudres de Donald Trump. Le nouveau président américain manie habilement la carotte et le bâton. Il a promis aux entreprises de baisser leurs impôts et les libérer des régulations. En échange, il pourrait exiger qu'elles cessent de critiquer sa politique. Pour faire des bénéfices dans l'Amérique de Trump, il est risqué de se mettre à dos la nouvelle administration. Saviez-vous que la plus grande ville d'Afrique, Lagos, au Nigeria, attire chaque année 1,5 million de nouveaux habitants? Ils viennent s'ajouter aux 17 millions d'habitants existants. Alors comment loger tous ces gens? Différents projets existent à Lagos. Léono Drago s'est penché sur la question. Il y a quelques années, les eaux de l'océan couvraient cette terre. Aujourd'hui, une nouvelle ville appelée Eco-Atlantique est en cours de construction sur ce tronçon récupéré de l'île Victoria à Lagos. Un mur de mer de 8 km de long protégera les magasins, les bureaux et les maisons qui y sont construits. La ville aura sa propre source d'énergie et d'eau et même un réseau routier indépendant. La ville peut accueillir plus d'1,5 million de personnes et les développeurs la considèrent comme une solution à la pénurie de logements de Lagos. Dès le début, nous nous sommes dit que ce serait une ville pour les revenus moyens. Nous savons que le revenu moyen a beaucoup augmenté au cours des 15 dernières années. Et nous savons qu'il va augmenter encore plus au cours des 15 prochaines années. Certains habitants de Lagos estiment qu'il existe déjà de nombreuses solutions de logement. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Le conseiller bancaire Abimbola dit qu'il doit vivre ici, chez sa grand-mère, parce que louer son propre appartement serait trop coûteux. Si je voulais louer une maison à Lagos, je dépenserais au moins 80% de mon salaire, parce que je dois payer 2 ans à l'avance. Une société nigériane a eu une idée originale en proposant une option de logement moins chère. Elle construit des maisons à partir de conteneurs. Il y a un déficit de 17 millions de logements. C'est la seule solution pour fournir des maisons de bonne qualité à des prix abordables. Délé affirme que ces maisons conteneurs sont 25% moins chères que les logements traditionnels. Mais le concept est encore étranger pour de nombreux Nigérians. Les promoteurs immobiliers du secteur privé proposent des solutions à la fois grandes et petites, et Lagos en a besoin. La ville est la plus grande d'Afrique et sa population devrait doubler d'ici 2050, mettant encore plus de pression sur des options de logement déjà limitées. Dans l'actualité économique cette semaine, une mauvaise surprise pour la nouvelle équipe du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le déficit budgétaire du pays serait 2 fois plus important